Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la recherche des motifs séquentiels. Voilà. J'ai mis la page Wikipédia là, qui m'a été donnée, le lien m'a été donné sur le site du package que je vais utiliser, qui est PySpark en l'occurrence. Mais bon, si on simplifie, il y a différentes manières de voir la chose. Mais si on simplifie, moi, je me place plutôt dans l'angle d'une extension des recherches des items set fréquents et des règles d'association. Voilà, sur des bases de transactions. Sauf que cette fois-ci, on va suivre l'utilisateur. On va changer d'individu statistique. Au lieu de prendre la transaction comme individu statistique, c'est la personne qui fait les achats, si on est dans l'analyse des paniers, voilà, qu'on va suivre dans le temps cette fois-ci. Voilà. Alors donc, ça veut dire qu'on a une forme de dimension temporelle. Mais c'est pas la date en elle-même qui nous intéresse, hein. C'est la succession des événements dans le temps. Alors remettons ça en perspective pour que tout le monde comprenne bien les idées. Je suis à fond dans les systèmes de recommandation en ce moment. Voilà, j'ai fait le bilan de ce que j'ai fait cette année. Je regarde ce qui manque, ce que je peux rajouter, qu'est-ce qui est intéressant, en fonction des réactions des étudiants, de ce qu'on a discuté et tout ça. Et pour la règle d'association en l'occurrence, voilà, j'ai fait évoluer mes TD pour rajouter des outils supplémentaires. Voilà. J'utilisais beaucoup des packages pour R. Maintenant, j'utilise de plus en plus de packages pour Python. En tout cas, pour cette partie-là. Voilà. Mais bon, c'est pour beaucoup de parties, en fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Très bien. Et notamment, j'ai fait une vidéo récemment sur les règles d'association avec PySpark. Avec MLXtend aussi, hein, vous avez vu ici. Mais bon, là, c'est très récent. Là, c'est le 6. Voilà, 6 mars 2025. Là, on est le 8 mars 2025. Et j'ai fait une vidéo où je montre à peu près comment on implémente les règles d'association sous PySpark, avec PySpark, qui est un package pour Python. Spark, je vais pas commencer à, de toute manière, la page est là, on est d'accord, hein. PySpark est une API Python pour Spark, et Spark lui-même, c'est une plateforme Big Data, hein, qui fait de l'informatique distribuée. Alors, comme à mon habitude, quand je suis sur une librairie quelconque, un package quelconque, je lis la doc. Bah oui, hein. Je lis en détail, et puis Spark, c'est pas mal, hein. Il y a plein de choses très intéressantes, hein. On pourrait l'utiliser comme substitutif à scikit-learn. Je sais très bien que je vais choquer du monde en disant ça, mais ce que je trouve notamment, il y a notamment les pipelines, j'ai vu ça. À mon avis, je vais faire une vidéo là-dessus, rapidement, hein, incessamment sous peu. Donc, je regardais là, il y a plein de choses très intéressantes. Et notamment, j'ai vu Prefixman. Alors, je connaissais les recherches du motif séquentiel, hein. En son temps, il y a une vingtaine d'années, les règles d'association étaient extrêmement populaires. Voilà, tout le monde voulait faire. On pensait que faire du data mining, c'est faire des règles d'association. T'imagines ça un peu? Voilà, il y avait des gens qui disaient que faire du data mining, c'est règles d'association. Oh, il n'y a rien d'autre à part de ça. Voilà, bon, bien sûr, c'est une vision très limitée des choses, hein. Comme aujourd'hui, on dit machine learning égale deep learning. Bah, là également, c'est une vision un peu étriquée des choses. Voilà. Et bon, très bien, donc ok. Et il y avait notamment les recherches des motifs séquentiels, où on a une dimension temporelle, hein, une dimension de succession d'événements cette fois-ci. Voilà. Et en lisant la doc de PySpark, je tombe sur PrefixSpan. Mais je connais ça. C'est un algo justement de recherche des motifs séquentiels. Je ne savais pas pour le coup qu'il y avait une librairie qui implémentait en Python, hein, voilà, en Python qui implémentait cet outil-là avec une version parallèle. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah ben, je me suis dit, il faut que je teste ça. Alors, il y avait un petit tuto là, ici. Ah, mais bon, avec des noms de produits qui sont des numéros, on va expliquer ça. Déjà, il faut expliquer la méthode. Ensuite, il faut montrer les cas d'utilisation. Et il faut avoir un peu de visibilité sur le résultat. Et quand à la place des noms des produits, on met des numéros, c'est juste impossible, en fait. Donc, bon, pour expliquer simplement la chose, l'idée, c'est que il y a les transactions. Par exemple, une idée de transaction simple, c'est que c'est une concurrence, hein, dans un panier d'achat. Si on se place dans ce cadre-là, il y a une concurrence qui arrive, par exemple, c'est que en même temps, dans les paniers, quand on achète de la bière, on va acheter des chips en même temps. Voilà. Et quelques temps après, l'utilisateur revient. Donc on est dans le futur là, dans une séquence suivante, il vient pour revenir et il va acheter de l'aspirine. Personne n'achète l'aspirine en même temps qu'il achète les bières et les chips. On est bien d'accord là-dessus. En revanche, il a acheté les bières et les chips. Demain, il revient, il a mal à la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète de l'aspirine. Et c'est cette succession-là qu'on essaie de découvrir, hein. Donc, l'individu statistique a changé. Ce n'est plus la transaction, c'est l'individu maintenant. C'est la personne.
hein, qui fait des transactions, plusieurs transactions au fil du temps. Alors les domaines d'application sont énormes, hein. Enfin, là je me place dans le cadre des paniers d'achat, mais ça peut être également des clics, ça peut être également des visites sur un site web, ça peut être tout un tas de choses en réalité, ou bien également des actions bancaires ou des actions en bourse, tout ce que vous voulez, hein. Dès qu'il y a une dimension séquentielle et que l'acteur c'est l'individu, c'est ça l'idée. Bien. Alors pour comprendre ça, hein, je vous enjoins à lire ici attentivement la page web qui est là, un peu de Wikipédia, qui vous explique ce qu'est l'idée, et également faites des recherches. Alors moi j'ai fait des recherches Google, hein, je suis tombé sur beaucoup de choses, bon, c'est plus ou moins pertinent. J'ai trouvé un tuto qui est pas mal, qui est celui-là. Alors ce tuto est pas mal, voilà, qui explique bien les choses. Alors il y a deux choses. Un, il explique ce que c'est, donc il y a une partie courte qui est là, hein, donc c'est Monsieur euh, Calpanileo. Calpanileo, qui est là. Il a fait en 2021 son tuto, là, voilà, avec Prefiscan, avec PySpark. Donc, parce que j'en ai cherché. Déjà, j'ai cherché les séquentiels pattern mining. Je suis tombé sur tout et n'importe quoi. Ensuite, j'ai cherché recherche des motifs séquentiels. Je vais pas faire de commentaires. Ainsi de suite, de suite. Et surtout, j'ai pas trouvé des cas d'usage simples, hein, avec des outils qui sont soit Python, soit R. Mais plutôt Python, je cherchais, en fait. Je suis tombé sur celui-ci, qui est pas mal. C'est un des rares qui est pas mal. Voilà. J'espère que le mien va pouvoir contribuer rajouter un peu à la culture collective. Et j'ai regardé en détail, il explique que c'est que la méthode, mais bon, je connaissais la méthode, hein, mais c'est intéressant à lire, c'est très intéressant à lire. Donc je vous enjoins à lire. Il y a plusieurs algorithmes, hein. Il y a SPA2, il y a tout un tas d'algorithmes, dont PrefixSpan. PrefixSpan, l'intérêt, c'est que il est très efficace, même sur les grandes bases de données. Et en plus, ici, on a une version qui est parallélisée. Donc c'est tout bonus pour nous. Donc j'étais très content, j'ai regardé. Et en regardant, bon, voilà, déjà, j'ai trouvé la base. Donc, il met un lien sur la base quelque part. Donc, il explique la méthode, hein. Ça, c'est intéressant à lire. Voilà, les différentes approches. Très bien. Et il met la base, il met un lien sur la base. Du coup, j'ai récupéré la base qui, pour le coup, est un peu plus parlante que des numéros, hein. J'ai trouvé des bases sur Internet, hein, sur le sequential pattern mining. Voilà. Mais quand j'ai regardé, vous avez uniquement des numéros. C'est-à-dire que quand il a acheté le produit 1 et 35, il a acheté le produit 3608. Et je comprends, hein. Oui, effectivement, oui, on essaie d'appréhender une méthode, mais c'est quand même mieux quand les exemples sont parlants, hein. Genre, s'il a acheté du pain, demain, il va acheter du beurre. Ou bien, s'il a acheté du pain et du beurre, alors la prochaine fois, il va acheter des œufs. Ou ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant à découvrir. On est d'accord là-dessus. Voilà. Et là, justement, c'est ce qu'on a ici. Alors, j'ai regardé en détail, hein, très bien, j'ai regardé, j'ai essayé de reproduire, et ça marche pas. Ça, c'est très pénible, ça. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas. Il y a un endroit où j'ai un peu tiqué. C'est qu'il passe par un RDD, d'abord, par le RDD de PySpark, hein, de Spark, hein, avant de pas venir sur un data frame. Et ça, bon, maintenant, l'objet de base pour la manipulation des données, aujourd'hui, c'est les data frames en réalité. Et les RDD sont passés en dessous. C'est écrit quelque part, ça, hein. Voilà, c'est écrit quelque part. Très bien. J'ai montré ça dans une des anciennes vidéos. Je n'ai pas retrouvé ici, mais c'est ça l'idée. Et lui, justement, il revient sur les RDD d'abord, avant de créer le data frame. Et alors là, j'ai pas réussi à faire fonctionner. Là, j'ai passé du temps. Vous imaginez pas le temps que j'ai passé. J'ai laissé tomber. Et comme d'habitude, pareil, je suis allé sur ChatGPT ou sur les différents outils, j'ai fait des requêtes et ils me sortent tous le passage par le RDD. Au bout d'un moment, ça va prendre la tête, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je le fasse par moi-même, voilà, et que je regarde en me fixant la documentation. Mais même la documentation passe par un RDD en réalité, hein. Voilà, voilà. C'est par contexte ici, via un RDD qu'on met en data frame. Et non, ça marche pas non plus. Là, j'ai fait copier-coller, hein, j'ai fait ça, j'ai copié là, j'ai lancé, bon, ça marche pas. Eh ben, d'accord, bah, c'est très pénible. Du coup, je suis parti de zéro moi-même, hein. Alors, la base, comme à l'habitude, elle est là. Donc, j'ai récupéré de ce site-là, hein. Rendons à César ce qui appartient à César. J'ai récupéré les données qui sont sur le site de Monsieur Palineo. Voilà, très bien. Bon, je l'ai un peu nettoyé quand même parce qu'il était un peu olé olé, hein. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le user, voilà, la personne qui fait les achats, et chaque ligne, c'est une transaction. Donc, l'user numéro un, sa première transaction, c'est qu'il a acheté du shrimp, almonds, voilà, les avocats, végétables mixtes. Ensuite, il est revenu. Le coup d'après, il a acheté des burgers, des meatballs et des eggs.
ensuite il est revenu, il a acheté des chutneys, ensuite il est revenu le coup d'après, des turquets, et il a racheté des avocats, il adore les avocats, très bien, il est revenu, il a acheté ça, et enfin il est revenu, il a acheté ça. Alors, l'individu, alors là, il y a bien une succession d'événements. Mais le temps ici, bien sûr qu'il y avait une date. Mais la valeur de la date ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la succession. Et donc, là, premier achat, première visite, deuxième visite, troisième visite, quatrième visite, ainsi de suite. Pareil pour l'individu numéro 2. L'individu numéro 2, il est là. Donc, la première visite, il a acheté ça. La deuxième visite, il a acheté ça. Troisième visite, ainsi de suite. Et on a bien une double dimension. Un, une dimension transaction, chaque ligne, et ensuite une dimension séquentielle dans le temps. Hein, c'est la succession de lignes pardon, pour le même user. C'est ça qui est important. Voilà. Et voilà. Et donc, en tout, on a 30 users. Voilà. Par exemple, user numéro 30, il est revenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 fois. Le premier coup, il a acheté ces produits-là. Le deuxième coup, il a acheté ça, ainsi de suite. Et ce qui nous intéresse, justement, alors, la base prise telle quelle, en tant que base de transaction, on pourrait rechercher les items set fréquents et chercher également les règles d'association. C'est tout à fait possible. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo-ci. Mais comme cette fois-ci, on a une indication sur l'utilisateur et le fait qu'il soit revenu plusieurs fois, on peut essayer de mettre au jour, cette fois-ci, euh, les événements en séquence dans le temps. S'il achetait des œufs, dans un futur proche, il va acheter du pain. S'il achetait des œufs et du pain, dans un futur proche, il va acheter tel produit et ensuite il va acheter tel produit. Voilà. On peut avoir des séquences à trois valeurs. Hein. Voilà. Il a acheté des bières et des chips, il revient, il rachète de l'aspirine, et le coup d'après, il va acheter du whisky, par exemple. Parce que, je sais pas, il est pas calmé. Je sais pas, hein. Voilà. On peut avoir une séquence à trois, hein. C'est le max pattern, hein. C'est le max pattern. On verra les paramètres tout à l'heure. Bien. Une fois que c'est dit ça, c'était très important qu'on comprenne bien ce qu'on manipule, sinon les résultats, on les comprend pas. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, j'ai préparé mon petit, voilà, qui est là. Alors, j'ai créé un environnement et là, pour le coup, j'ai vraiment pris la dernière version de PySpark. Hein. La dernière version de PySpark, elle est 3.5.5. Elle est là, hein, du 23 février 2025. Là, on est 8 mars 2025. Dans la vidéo d'avant, sur la règle d'association, j'étais resté à la 3.5.4, mais comme j'ai eu plein de problèmes et que j'arrivais plus à identifier d'où venait le problème, j'ai mis vraiment la dernière version. Donc, le fichier YAML, là, qui est là, je le mettrai en ligne avec cette version. Hein, 3.5.5. Voilà. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ça le souci. Qu'il y avait d'autres soucis. Il y avait un problème avec les RDD, tout simplement. Et il fallait évacuer ça. C'est ce que j'ai compris au bout du temps. Après moult TC, hein, je peux vous dire. Très bien. Donc, j'ai créé un environnement. Le fichier ML sera mis en ligne. Voilà. Et je vérifie la version de PySpark. C'est la version 3.5.5 que j'utilise cette fois-ci. Oui, d'accord. Ensuite, je me branche sur le dossier et je vais lire le fichier de données qui est là. Le fichier de données, rappelez-vous, il a ce format-là. Hein. Donc chaque ligne est une transaction avec comme identifiant donc l'utilisateur concerné, et pour chaque utilisateur, il va revenir plusieurs fois. Et donc on a bien des séquences de transactions. Alors, une fois que c'est bon là, du coup, je charge les données. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? En réalité, je vais créer deux listes. Une liste avec les utilisateurs et une liste avec les transactions. Voilà. Donc, on aura bien cette paire de listes-là. OK. Et une fois qu'on a là, on a bien deux listes. Bon, le code, il est là. Hein, pour lire un fichier CSV from scratch, il n'y a quand même pas de difficulté. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Donc, j'ouvre en lecture le fichier. Bien sûr, j'oublie pas de le fermer. Et ensuite, je crée un parseur pour lire les fichiers CSV. Et je dis que le délimiteur, c'est virgule. Du coup, les lectures au fil du temps, là, on va avoir des listes. Hein. Donc, cette liste-là, tout simplement, je vais la scinder en deux. Une pour les utilisateurs. Voilà, une colonne utilisateur et une colonne où chaque élément, c'est un item set. Voilà. Très bien, donc on a bien deux listes qui doivent être cohérentes, on a bien 209 valeurs en tout, parce qu'il y a 209 lignes ici. On est d'accord là-dessus, hein. On a 209 lignes ici. On est d'accord. Très bien. Alors, une fois que c'est bon, très bien, bah, je le mets sous forme de DataFrame Panda. Donc, voilà, en passant par un dictionnaire. User, c'est la première colonne, les items set est la deuxième colonne. Donc, j'affiche ici, hein, et on a bien, voilà.
Regardez bien, hein. Voilà, si j'affiche les données là, regardez. Donc le premier, hop là, je mets au deux, voilà. Le premier user un, il y a shrimp, almonds, avocado, végétable mixte. Le deuxième, c'est burger, meatballs et eggs. Le troisième, chutney. La quatrième transaction de l'user un, c'est turkey, avocado, ainsi de suite. Alors, bon, j'affiche les infos, on a deux colonnes d'objects. On est d'accord. Sauf que là, c'est un objet complexe, en fait, hein. Chaque valeur est une liste. Alors, bon, je démarre la session Spark. Je ne vais pas revenir là-dessus, hein. J'en ai parlé longuement ici. Pareil également, j'ai fait une autre vidéo sur la manipulation des data frames PySpark. Il faut la regarder pour le coup, hein. Elle vous servira beaucoup. Voilà, donc une fois que j'ai vu ça, donc je crée la session PySpark, voilà, qui va démarrer en fait Spark, hein. Donc là, hein, il suffit de créer l'environnement. Moi, j'utilise Anaconda, donc j'utilise Conda et j'ai installé PySpark. Et il se débrouille pour tout le reste. Donc c'est lui qui va démarrer le moteur de Spark et tout ça. Nous, on s'en lave les mains, hein. Il fait tout pour nous. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Et je suis obligé de ça parce qu'en TD, j'ai que 2 heures. Et si on passe un temps monstrueux à installer des outils qu'on n'arrive pas à faire fonctionner ou qu'on n'arrive pas à installer correctement, là, ça flingue la séance, là. Et non, 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 non. Dans un contexte de projet, que les étudiants apprennent à installer des outils pour les faire fonctionner correctement, ça se justifie. Mais pour un TD de 2 heures, non. Non, non. Le sujet, c'est le système de recommandation. Et dans ce cadre-là, on va travailler sur soit les items de fréquence, soit les règles d'association, ou les motifs séquentiels. Et il ne faut pas que l'esprit des étudiants soit détourné de ça, hein. Ça, c'est vraiment très important. J'ai suffisamment enseignant dans ma vie pour bien voir qu'il faut absolument qu'on reste focus par rapport au thème de la séance et qu'on parte pas à gauche à droite. Parce que là, c'est pas bon. Donc, une fois que c'est bon là, voilà, il faut que je transforme. Donc là, pour l'instant, j'ai un data frame Panda là. Vous avez vu, hein? Je n'ai pas dit très clairement, mais bon, on voyait le code, hein. Je suis passé par un data frame Panda pour l'instant. Voilà. Ce data frame Panda là, il faut que je le transforme en un data frame PySpark. Voilà. Alors, on peut pas lire directement PySpark, j'ai pas réussi à le faire, c'est assez complexe en réalité. Et bon, j'ai pas voulu m'embarquer là-dedans, donc je suis passé au plus simple ici, hein. Il y a sûrement d'autres manières de le faire, mais j'ai tellement rencontré de problèmes que je me suis dit que celle-là, au moins, je sais que ça va fonctionner, puisque je vais le faire fonctionner devant vous. Voilà. Alors, pour transformer un data frame Panda en un data frame PySpark, voilà, il faut modifier une option. Voilà, c'est ce qu'il faut ici. Voilà, une option de configuration de Spark. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, ça, je l'ai trouvé ici, hein, sur ce site-là. Voilà. Donc, j'active l'option. Et une fois que j'active l'option, je transforme le data frame Panda en un data frame PySpark. Et on a bien le bon schéma, hein. Ici, on a l'utilisateur, la première colonne, et la deuxième colonne, en fait, c'est un tableau de chaîne de caractères, hein. On affiche ça et on va voir, on a bien ça. On est d'accord là-dessus, hein. User, c'est le numéro d'individu, voilà. Et item set, c'est les produits achetés dans chaque transaction, hein, lors de chaque transaction, hein. Voilà. Et on le voit ici, hein. Donc on a bien ici un tableau de chaîne de caractères. Et on voit les produits ici. Donc, ce tableau tel quel se prête à l'analyse de recherche, enfin, donc à la recherche, à l'extraction des items set fréquents et des règles d'association, hein, parce qu'on a bien une base de transactions ici, hein. Chaque ligne est une transaction, il y a l'utilisateur, mais c'est les transactions de chaque utilisateur, chaque ligne est une transaction, et donc on peut mettre en œuvre ces techniques-là. Et alors, du coup, j'ai mis un lien là. C'est le lien, c'est cette vidéo-ci, tout simplement, hein, où j'ai utilisé le FP Growth, qui est une version parallèle de FP Growth. Très bien. Bon, nous, on va plus loin. On veut, on s'intéresse aux données séquentielles. C'est-à-dire que l'individu statistique est modifié, cette fois-ci, c'est l'utilisateur à l'individu statistique, et on s'intéresse à la succession des transactions. Donc, il faut faire un group by selon l'user et récupérer chaque transaction sous forme de liste, hein. On aura une liste de listes, hein, une liste de transactions, hein. La séquence d'un utilisateur, c'est une liste de transactions. Bah, tout simplement, on fait un groupe by sur user et on fait une collect list, voilà, des items set. Voilà. Et on voit bien
User reste toujours la première colonne et on a un tableau de string. Et le nombre d'utilisateurs, cette fois-ci, il y en a 30 utilisateurs. Voilà, 30 utilisateurs. C'est bien ce que nous avons ici. Vous l'avez vu, hein? Les users, là, ça commence à 1 et ça finit à 30. Voilà. Bon, la base a été bien organisée pour que ça fonctionne bien, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Mais bon, voilà, donc voilà ce qui est attendu pour que ça fonctionne. Alors, une fois que c'est bon, là, du coup, j'affiche les premières lignes. Et effectivement, les users, maintenant, il apparaît qu'une seule fois, hein, et on a une liste de listes. Hein, si j'agrandis, là, on voit bien, on a bien une liste de listes. Hein. Donc, la première transaction pour l'individu numéro 3, la première transaction, c'était ceci. La transaction suivante, il avait acheté ces produits-ci. La transaction suivante, la troisième transaction pour lui, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien. Alors, bon, collect list item 7, là, c'est pas très joli. Du coup, je vais la renommer en séquence. Voilà. C'est quand même mieux, hein. Donc, on a un data frame Panda, là, hein. On a un data frame PySpark, plutôt. On a un data frame PySpark, où la première colonne, c'est le numéro d'utilisateur, et la deuxième colonne, c'est une liste de transactions. Voilà, une séquence de transactions. Hein, parce que c'est ordonné, là, hein. On est d'accord là-dessus, hein. L'ordonnancement est très important. Voilà. Alors, bah, du coup, maintenant, on peut lancer l'outil. Alors, pour lancer l'outil, je me suis inspiré de ce que j'ai vu dans la doc ici, tout simplement. Enfin, je pouvais lancer l'outil, hein. Je me suis aussi inspiré de ce que j'ai vu ici. Hein. Voilà, tout simplement, en rajoutant une dimension supplémentaire. Par exemple, c'est comment filtrer les résultats. Il y a tellement de résultats, on peut sortir tout et n'importe quoi, quasiment, hein. Voilà, donc c'est très important pour nous de discerner les résultats. Alors, regardons. Pour instancier l'outil, tout simplement, j'importe préfixe span, qui est l'algorithme, hein. Voilà. Le minimum support, c'est 0,17. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un certain nombre de transactions, hein, enfin, un certain nombre d'users, hein, pour valider une séquence, un motif séquentiel. Alors, ça vient d'où ça? Hop là. On a 30 individus. Donc, fois 0,17. Voilà. Donc, je veux que je m'intéresse aux séquences ou qui sont portées au moins par 6 individus, parce qu'il va prendre l'arrondi, hein, tout simplement, ou 5 individus, hein, en l'occurrence ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ça. Donc, moins de 5 individus, je pense, enfin, je considère que le motif n'est pas fréquent. Voilà. Le motif séquentiel n'est pas fréquent. Voilà. Ensuite, je m'intéresse au motif de longueur 3, hein, composé donc de 3 successions maximum. Voilà. Et la colonne qui décrit la séquence, c'est la colonne séquence. Hein. C'est pour ça que j'ai renommé ici. Hein. J'ai renommé séquence pour pouvoir le mettre ici. Voilà. Sinon, il aurait fallu mettre collect list, hein, voilà, qui n'était pas très parlant. Hein. Très bien. Donc, j'instancie l'algorithme là, je vérifie les paramètres, mais c'est bien les paramètres qu'on a vus, hein. C'est bien la colonne séquence qui va être utilisée pour trouver les séquences. Le minimum de support, hein, pour les motifs séquentiels, c'est 0,17, qui sont rapportés aux 30 users, hein, aux 30 séquences. Voilà. Et la longueur maximum du pattern, c'est 3 successions. Bon, l'entraînement, je le fais très facilement ici. Donc, je fais find frequent sequential pattern sur le data frame. Rappelons encore une fois, le data frame, il a cette forme-là. C'est chaque user, et pour chaque user, on a une suite de transactions, ordonnées. Bien, bah, je lance, et paf, on a le résultat. Alors, les résultats, c'est un data frame. Regardons ce qu'il me dit. Voilà, on a une séquence qui est un tableau de chaîne de caractères. OK, on sait maintenant ce que c'est. Et on a la fréquence. Hein. Et comme on l'a fixé comme minimum de support 0,17, donc la fréquence sera supérieure à 5. Voilà. Et sinon, pour lui, c'est pas fréquent. C'est une séquence qui est pas fréquente. Allons-y alors. Comptons le nombre de séquences extraites. Voilà, il y en a 140. Bah oui, il a cherché dans tous les sens, hein. On est d'accord là-dessus. Bon, j'affiche les 20 premières. Voilà. Et il m'affiche les séquences de cardinal 1. Ah, bon. Est-ce que vraiment ça sert? Ben non, c'est pas une séquence. Mais si, ça sert quand même. Parce que ça me permet de savoir, par exemple, qu'il y a 13 personnes qui ont acheté French Freeze. Au moins une fois dans l'ensemble de ces transactions. Par exemple, pour les ex, les ex, sur les 30, les œufs ex.
Voilà, les œufs. Sur les 30 personnes qu'on étudie, il y en a au moins 26 qui l'ont acheté au moins une fois dans l'ensemble, dans leurs transactions, parmi les différentes transactions. Peut-être plusieurs fois, hein, mais au moins une fois dans l'ensemble des transactions. Alors là, je me suis dit, tiens, vérifions ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Hein. Donc, regardez ici, là, j'agrandis ça un peu, voilà, et je prends par exemple X. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais récupérer le data frame où il y a les séquences, hein. Voilà, je l'ai mis sous forme de data frame Panda, là. Et ensuite, je vais passer en revue chaque séquence et je mets un s'il apparaît au moins une fois dans l'ensemble des séquences, hein, dans l'ensemble des transactions. Hein. Au moins une fois dans une des transactions pour un individu. Hein. C'est ce que je fais ici. Voilà. Et le nombre que je dois obtenir ici doit être le même nombre que j'obtiens là. Sinon, je comprends pas les résultats sinon. Ça, c'est vraiment très important. Quand vous faites face à un calcul quelconque, vous lancez l'outil, il vous donne un résultat. Qu'est-ce qui veut dire ce résultat-là? Bah, essayez de lire la doc, comprendre ce qui se passe, c'est déjà pas mal. Mais une autre manière de faire, c'est que selon votre compréhension, vous la programmez from scratch. Et regardez si vous avez les mêmes résultats. Si vous avez les mêmes résultats, c'est que vous avez bien compris ce qui se passe. Si vous n'avez pas la même chose, là, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce qu'il est en train de faire, là. Et utiliser un outil sans comprendre, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. Donc, j'ai fait là, tout simplement, j'ai passé en revue chaque individu, l'ensemble de ses transactions, et j'ai mis un quand il apparaît au moins une fois dans une des transactions. Voilà. Et je fais la somme pour l'ensemble des individus. Voilà. Et j'obtiens bien ici 26. On est bien d'accord là-dessus. Il est là. Hein. Et que c'est là 26 et 26. Alors, bah, essayons pasta alors. Est-ce que j'obtiens 13 si je mets pasta? Voilà. Boum. J'obtiens bien 13. Donc, ça veut dire quoi? Bon, je remets X un peu, sinon on va pas pouvoir lire ce qu'on fait. Voilà. Donc, ce qu'on obtient là, c'est au moins 13 individus ont acheté French Freeze dans une de leurs transactions. Hmm. 26 individus ont acheté au moins une fois X dans l'ensemble de leurs transactions. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment une séquence en soi, ces résultats-là, mais ça amène quand même de l'information. Et l'individu statistique, c'est le user ici, c'est l'individu, hein, c'est la personne qui fait les achats. Bien, mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la succession dans le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais filtrer la colonne séquence là pour ne prendre que celle qui a une longueur, un cardinal supérieur à 1, strictement à 1. D'accord là-dessus. Pour voir, par exemple, les séquences de cardinal 2. Donc, bon, la commande ici, bon, je fais un alerte sur les fonctions tout simplement de PySpark et je fais faire un filtre, voilà, une restriction sur le résultat. Hein. N'oubliez pas que le résultat, c'est un data frame. C'est un data frame PySpark, le résultat. On est d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Donc, très bien. Donc, je fais un filtre et je veux que la colonne séquence, voilà, a un size, c'est-à-dire que les nombres d'éléments dans le tableau, hein, supérieur à 1. Tout ça, j'en parle en détail dans cette vidéo. Hein. J'en parle en détail ici, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. C'est à vous de regarder. Mais bon, c'est ça l'idée. Donc c'est ce que je fais ici. Et il y a au moins 112 séquences, voilà, qui ont de cardinal supérieur à 1 strictement. Alors bah, fichons-les hein, avec des fréquences décroissantes. Voilà. Eh ben, il y a 16 individus qui sont venus acheter des eggs, des œufs, et qui sont revenus pour acheter de l'eau minérale. Il y a 14 individus qui ont acheté des spaghettis une fois et qui sont revenus un peu plus tard pour acheter des œufs. Voilà. Donc, on peut utiliser ça pour faire des suggestions. Par exemple, bah, tous ceux qui achètent des spaghettis, là, on leur fait une pub à l'entrée. Si vous achetez des spaghettis, les œufs sont là. Oui, ça évite d'aller à l'autre bout du magasin. Hein. Généralement, les œufs, il faut les trouver en plus. Hein. Voilà, ça peut servir à ça. Par exemple, également, une personne a cliqué tel ou tel endroit, donc on sait qu'il va cliquer à tel endroit alors plus tard, hein, qu'il va revenir. Voilà. Donc quand il rouvre le site avec les voilà, on le reconnaît, on dit bah hop, c'est là qu'il faut cliquer. Voilà. Bien. Alors parfois c'est un peu plus. Alors est-ce qu'il y a des ah ben voilà, là on a un résultat. Là qu'est-ce qu'on voit? Et quand il a acheté des shrimps et des pastas, voilà, il est revenu un peu plus tard pour acheter des œufs. Hein. Et il y a 9 personnes qui sont concernées par ça.
Voilà. Donc là, c'est la conjonction de l'achat de deux produits qui fait que plus tard, quand il est revenu, il a acheté des œufs. Alors bon, on va essayer de voir s'il y a des séquences supérieures à deux, strictement, de trois éléments au moins, puisqu'on a limité à trois la recherche. C'est ce qu'on fait ici. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Quand il a acheté du chocolat, il est revenu pour acheter de l'eau minérale, il est encore revenu pour acheter du chocolat. Là, il a date au chocolat, hein. Voilà. Pareil également, il y a les fous de spaghettis. Il est venu pour acheter des spaghettis, voilà. Il est venu pour acheter du spaghetti, il est revenu pour acheter de l'eau minérale, il est encore revenu pour acheter de l'eau minérale, ça. Voilà. Ou bien, il a acheté des spaghettis, il est revenu pour acheter de l'eau minérale, et encore plus tard, il est revenu pour acheter des spaghettis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a bien une dimension temporelle. Mais la date en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la séquencement. C'est le séquencement dans le temps. C'est ça qui est important. Et c'est ce que fait cette approche-là. Bon, bien sûr, à la fin, on arrête Spark, hein. On est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, regardez bien cette notion de séquential patterning. J'en parle un peu dans mon cours, dans mon cours de système de recommandation. À un moment donné, je fais une séance sur les fréquences, les items set fréquents et les règles d'association. Et à la fin du cours, je parle des motifs séquentiels. J'explique ce que c'est, je montre à peu près les idées, voilà. Mais j'avais pas fait de TD dessus pour l'instant, jusqu'à présent, parce que je trouvais pas un outil qui soit suffisamment user-friendly pour que les étudiants soient pas perdus quand ils le manipulent. Voilà. Et ben, j'ai trouvé, comme quoi on apprend tout à tout âge, avec préfixe span de PySpark, là, on a la possibilité de le mettre en œuvre avec un outil qu'on connaît bien tous maintenant, c'est Python et avec la librairie PySpark, qui est là, qui est pas mal du tout. Voilà, excellent travail à tous.